Alexander Volkanovski reste le boss, Big Rusty. Volkanovski. À la limite, fais ça. Bah, pourquoi? C'est un W, ça? Bah oui. Oh oui, putain. Putain, pardon. Oui. Les deux champions. Du coup, Alexander Volkanovski reste le boss. Il s'est imposé par ticket au 3e round contre Yair Rodriguez. De temps en temps mis en danger, mais globalement, superbe maîtrise de Rodriguez. Nous, de Volkanovski, pardon. On avait extrêmement peur avec Big Rusty, qui on est un bis repetita du combat Frankie Edgar contre Yair Rodriguez qui s'était passé il y a très longtemps. En 2018, plus exactement, à Dallas, au Texas, je crois, UFC 211. Si ma mémoire est bonne. On va voir peut-être que je raconte n'importe quoi. J'avais souvenir de ça, que c'était le combo où il y avait eu Junior Dos Santos contre Stipe Miocic en main event, mais bref. Et là, finalement, c'est ce qui s'est passé. Pour Yair Rodriguez, difficile, mais d'un autre côté, il n'avait pas affronté de lutteur depuis. Et pour Volkanovski, qui confirme vraiment qu'il appartient au très grand de cette catégorie, tout simplement dans l'histoire de l'UFC. On va voir tout ça plus en détail avec Monsieur Big Rusty, mais chapeau, le patron reste le patron. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Très belle victoire d'Alexander Volkanovski face à Yair Rodriguez, pleine de maîtrise, superbe résultat en termes de takedown, en contrôle, et en plus, il s'offre Yair Rodriguez par un contre qui sonne durement son adversaire mexicain pour ensuite en finir tranquillement. Ouais, c'était impressionnant. En fait, il n'y a pas eu de surprise, paradoxalement, au style de Yair Rodriguez qui justement, c'est ce qui fait flipper et c'est ce pourquoi, à la fin du combat, Alexander Volkanovski disait « Je me suis entraîné super dur parce qu'il est tellement imprévisible, Yair Rodriguez, que c'est terrifiant en fait quand tu es en striking avec lui. » Malgré tout, il y a pas eu. Il a tenté des choses, Yair Rodriguez. Il y a eu des kicks qui sont passés. Il y a eu des question mark kicks. Il y en a un qui est passé à un moment donné. Il a fait un bruit de biscotte sur la nuque de Volkanovski. Volkanovski était même en mode ouf, ouais, celui-là, ok, stylé. Donc, il a touché quand même Rodriguez par sa rapidité et par son imprévisibilité. Mais c'était juste pas suffisant. Parce qu'en plus, ce qui est terrifiant avec Volkanovski, c'est que non seulement c'est peut-être le meilleur combattant, le plus complet pound for pound sur terre en ce moment, mais en plus il a un menton quoi. Donc c'est intestable, c'est ingérable, et donc effectivement il a pu faire ce qu'il voulait Volkanovski, c'est-à-dire qu'il a eu du succès, énormément de succès en takedown, parce qu'il les amène bien, parce qu'en plus il a une technique et qu'il est extrêmement fort physiquement en plus. C'est pour ça que c'est absolument incroyable, c'est que on parle d'un gars qui a été rivalisé même en termes de technique et aussi en termes de force contre Islam Makhachev sur les phases de transition. Enfin, c'est vous dire quoi. Alors oui, il a été mis au sol, mais il s'est jamais fait dépasser, il s'est pas fait soumettre quand il était en lightweight dans la catégorie de dessus face au meilleur lightweight, un des meilleurs lightweight de l'histoire. Donc c'était compliqué, c'était vraiment. C'est pour ça que les cotes ne s'y étaient pas trompées et qu'il était archi favori Volkanovski. Ben voilà, on a vu pourquoi. Même s'il a mis plus de coups que Yair Rodriguez, Volkanovski, effectivement, il a quand même senti que c'était risqué de rester debout. Donc, il a parfaitement mixé comme c'était prévu avec des takedowns. Je crois qu'il était à 7 sur 12 en réussite de ces takedowns. Et voilà, effectivement, la séquence de finition arrive sur un contre. Et en plus, dans l'interview juste après le combat avec Joe Rogan, en gros, il a expliqué Volkanovski que il avait compris que quand il y avait un changement de garde ou un switch kick, je crois que s'il se décalait un peu, il pouvait avoir l'opportunité de contrer. Je crois que c'est ça qu'il disait. Et donc en plus, c'est l'intelligence en combat et en préparation de Volkanovski qui fait que il a chopé le timing parfait pour contrer Yair Rodriguez. Et après, enfin, tout est parfait. Ça part d'un contre qui est magnifique. Ensuite, il met la pression à Yair Rodriguez. Et en plus, là, juste avant de mettre le takedown, enfin, c'est l'accélération, elle est mais cauchemardesque pour Yair. Énorme uppercut au corps.
Ensuite, il revient à la tête. Ensuite, il enchaîne avec un takedown, mais c'est autoritaire, genre, bah, bah, je te mets au sol et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de transition entre je te chope les jambes. Ok, je travaille. C'est comme dans du beurre. Et une fois au sol, bah, il a compris que c'était très compliqué pour Yair, qu'il là, il était vraiment en détresse. Donc, il a accéléré, ground and pound et terminé. C'est impressionnant pour un champion qui a défendu autant sa ceinture, d'avoir un gars qui est aussi létal encore et qui en veut encore autant et qui, quand il accélère, termine entre guillemets aussi facilement ses adversaires. Il est intestable, Volkanovski. Du délire, flagment de délire. J'ajouterais aussi quand même pour ce cher Yair Rodriguez, parce que vraiment la performance, et c'est ce qui ajoute aussi à la performance de Volkanovski, c'est qu'Yair Rodriguez dans ce troisième round avait mis en place les front kicks qui gênaient vraiment Alexander Volkanovski dans ses tentatives de mise au sol. Il avait le plus de succès et c'est là qu'il commençait justement à revenir, et malgré ça, en l'espace de quelques secondes, il n'a fallu qu'un compte finalement à Volkanovski pour réussir à poinçonner cette nouvelle défense de ceinture. Donc vraiment chapeau, comme tu as dit Big Rusty, comme Volkanovski a dit, face à un adversaire très difficile qui est resté dangereux de bout en bout, en tout cas le temps que le combat a duré. Maintenant la suite pour Volkanovski, c'est Ilia Topuria. Ils ont eu un face-à-face en dehors de la cage. Bon, ça m'intéresse, mais c'est vrai que pour Volkanovski, le truc que j'ai surtout envie de voir là, même si compliqué parce qu'il devrait se faire opérer, c'est la revanche contre Islam Makhachev, parce que pour moi, c'est le combat à faire, au regard de ce qui s'est passé lors du premier, que certes, Volkanovski a perdu, mais néanmoins, il terminait très très bien. Ouais, c'est pour ça, on en parlait juste avant là, de lancer le podcast. Le seul souci, c'est en termes de timing, parce que donc, il a dit au micro. Donc c'est bon, c'est au vu et au su de la planète entière, Volkanovski, que là, pendant sa préparation, il avait un vrai problème au bras et qu'il fallait qu'il ait une opération, et ce qu'il va faire dès qu'il rentre en Australie. Donc effectivement, il a dit, je crois, qu'il était chaud d'essayer de revenir avant la fin d'année, mais octobre, ça paraît quand même très court. Si tu dois, même s'il a dit aussi, voilà, dès lundi, je serai de retour au gym, etc. Mais bon, voilà, c'est en utilisant probablement pas son bras, quoi. Mais donc, ça risque d'être compliqué. Donc, ça fait quoi? Juillet, août, septembre, octobre. Avec l'opération, 4 mois, ça fait quand même très court. Donc, c'est la question qu'on se posait. C'est du coup qui pour Islam Makhachev? Ça fera un autre podcast probablement. Mais parce que en lightweight, il n'y a pas grand monde pour un title shot. Volkanovski ne sera pas prêt et c'est la revanche qu'on attend tous. Il y a Conor McGregor, visiblement, ils sont en train d'essayer de travailler à un truc probablement en octobre. Mais donc, Volkanovski, ouais. Ilia Topuria, je suis chaud aussi. Ça ferait un beau combat probablement. Et c'est celui qui fait le plus de sens. Mais j'aurais presque envie que Topuria gagne quand même un autre combat. Le problème, c'est que si tu le mets contre Max Holloway, tu prends le gros risque de perdre ton contender numéro 1 et donc du sang frais pour Volkanovski. Donc la situation, effectivement, n'est pas évidente en termes de matchmaking là. Ouais, et peut-être que, ouais, non, j'allais dire peut-être une meilleure chose, c'est ça, cette absence une nouvelle fois de Volkanovski pour faire en sorte que la catégorie un petit peu, il y ait du sang frais qui arrive, mais compliqué, même si, peut-être blasphème de ma part, je préfère le run de Volkanovski au run de Max Holloway, pour l'instant, en tant que champion. Parce qu'il y a une autorité qui se dégage, il n'y a pas... Max Holloway, tu vois, sur les combats, par exemple, Frankie Edgar, il y avait plusieurs fois où c'était juste défense de ceinture pour défense de ceinture. Là, on sent que Volkanovski, et j'adore les mecs comme ça, en mission sur chacun des combats qui en soi, Ouais. on en avait parlé, cette UFC 290 ne passionnait pas. Même quand il avait affronté Korean Zombie aussi, Volkanovski, pareil, c'est pas des combats où vous allez veiller toute la nuit pour voir ça. Mais il y a cette volonté chez lui de dire, je ne laisse pas place au doute, que les gens le respectent, mais à un point, mais sans en faire trop non plus. Mais c'est juste que à chacune de ses performances, à part vous dire, bah ouais, le mec c'est le boss, il y a rien d'autre à dire, et j'adore ça. Ouais, non, c'est clair. J'avais jamais réfléchi encore à ça. C'est la hot tech est grave intéressante, mais c'est vrai qu'avec Volkanovski, et en plus, il y a ce côté, le mec sait tout faire, tandis que c'est vrai que Max Holloway, même si on est les fans numéro 1 de Max Holloway, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu plus en mode sur son point fort qui est debout. C'est vrai que Volkanovski a un côté, typiquement dans sa séquence de finition, tu vois. C'est tellement, t'as l'impression d'être sur UFC Undisputed, quoi, sur la console. C'est vraiment, c'est un tank. C'est vraiment un tank qui,
qui a les armes pour mettre tellement à mal tout le monde que, bah, effectivement, quand il décide d'accélérer, il finit pas toujours. Mais même son dernier combat contre Max Holloway, il était quand même impressionnant. Et même dans ses runs contre Brian Ortega, ultra impressionnant aussi. Enfin, mais Max Holloway aussi, donc putain, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Et puis même au global, par rapport à tous les champions, c'est voilà, il y a pas de, il crouse pas comme Adesanya quand tu te dis ça y est, je vais avoir la victoire en poche. Grave. Non, là le gars il va pour tout poinçonner et j'adore ça. Bref, Big Rusty, c'était donc l'UFC 290 qui finalement, hein, c'était pas une carte très impressionnante sur le papier, mais il y a eu beaucoup de résultats et je crois que l'UFC d'ailleurs a battu le record de plus grand nombre, je crois, de finalisations de moins d'une minute sur cette carte-là. Ah ouais? Ouais, je crois, en ouverture de carte. En tout cas, il y a eu un record en termes de rapidité de finish qui se sont enchaînés sur l'undercard. Probablement, c'est ce qui a été annoncé. Bah il y a eu, oui, ok, ouais. Bah il y a eu déjà, il y a eu 3 combats qui se sont terminés en dessous de 4 en dessous de 40 secondes. Voilà. Non, 3, pardon. Et 6. ouais. C'est bon, les Donc gars. 3 sous les soyez 40 indulgents. secondes et... Mais non, 4, Ah, 4. 4 sous les Désolé, non mais on est, voilà. 4. Ouais. Non mais parce qu'il y a eu Jesus Santos Aguilar en 17 secondes, Denis Gomes en 20 secondes, 38 secondes Robbie Lawler, ça fait plaisir. Et puis Et notre gars 38 sûr, secondes Bo Bo Nickel. Nickel. Donc 4. C'est vrai que c'est impressionnant. Et ensuite, quelques autres finishes, un autre finish au premier round. Bon, c'est compliqué. Et donc en voilà, tout cas, le effectivement, record, ça aurait du sens. c'est bien les 4 en moins d'une minute. Big Rusty, on se retrouve de vite. Shout out, I'm Sweet Pea, my sweet protein. Vous le savez, grosse promo Always. aujourd'hui, ce jour seulement, avec le code la sueur sur tout my protein. See ya. Yeah.